prendre place. Et je vais demander à notre directeur général de bien vouloir procéder à l'appel. Monsieur le ministre François Baroin, Monsieur Marc Sébéran, Madame Isabelle Héliot-Couronne, Monsieur Marc Brett, Madame Stéphanie Frankel, Monsieur Valérie Denis, excusé de ne pouvoir, Monsieur José Gongalves, Madame Christine Thomas, Monsieur Bruno Baudou va arriver, Madame Marie Lecor, excusée de ne pouvoir, Madame Isabelle Héliot-Couronne, Monsieur Frédéric Serra va arriver, Madame Fabienne Lemel, excusée de ne pouvoir, Monsieur Nicolas Honoré, Monsieur Fadi Dadou, Madame Brigitte Limberger, excusée de ne pouvoir, Monsieur Bertrand Chevalier, Monsieur Dominique Boisseau, excusé de ne pouvoir, Monsieur François Mandeli, Madame Elisabeth Gariglio va arriver, Monsieur Nicolas Honoré, Madame Virginie Guillaumet, Monsieur Hervé Somsois, Madame Gisèle Viarda, Monsieur Christian Dupaty, Madame Françoise Portier-Guéna, Monsieur Dominique Deharme, Madame Anne-Marie Royer, au rang du retard et en attendant de ne pouvoir, Monsieur Marc Sébéran, Monsieur José Gongalves va arriver, Monsieur François Mandeli, Monsieur Francis Bécard, Madame Claudine Fra, Madame Caroline Lemelan, Monsieur Jean-Charles Maras, Monsieur Pascal Moreau, Monsieur Bertrand Chevalier, Madame la députée Valérie Bazin-Malgras, Madame Karine Dutreux, Madame Sandrine Morin-Durupt, Madame Gaëlle Dupré, Madame Rachida Boudadi, Madame Karima Ouada, Madame Gaëlle Café, Madame Ombeline Lequien, Monsieur Olivier Richard, excusé de ne pouvoir, Monsieur Thomas Hupfer Charpentier, Monsieur Thomas Hupfer Charpentier, Monsieur Casimir Jay, Madame Anna Jazac, Monsieur David Blanchon, Madame Jamila Azab, Monsieur Philippe Arbona, Madame Katia Darocha, Monsieur Jordan Guiton, Madame Laetitia Dautet. Merci beaucoup. Il nous appartient de désigner un ou une secrétaire de séance. Je vous propose Casimir Jay. Pas d'objection, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous en remercie. Alors, premier point à l'ordre du jour, Isabelle Héliot-Couronne pour les comptes de gestion pour l'exercice 2019. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'approuver les comptes de gestion du budget principal et des deux budgets annexes tels que présentés dans ce rapport. Ces comptes de gestion établis par le trésorier principal, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Je passe la parole également à Isabelle Héliot-Couronne et je sollicite l'Assemblée pour son accord et transférer la présidence de séance le temps de l'examen du compte administratif qui m'amène à sortir, à quitter l'Assemblée délibérante. Pas d'objection, pas d'abstention. Sous la présidence de séance, Isabelle Héliot-Couronne a la parole. Merci, Monsieur le maire. Photographie de la réalité de l'exécution du budget au 31 décembre de l'année précédente, ce compte administratif 2019 est certes le premier voté par notre Assemblée, mais il présente le dernier exercice complet du mandat municipal 2014-2020. Aussi, avant d'aborder la présentation de ce compte administratif 2019, je vous propose un bilan du plan d'action municipal et plus particulièrement la présentation de la situation financière à fin 2019 au regard de celle qui était prévue dans le PAM du mandat précédent. Un plan d'action municipal 2014-2020 bâti sur deux piliers: la proximité pour répondre aux attentes quotidiennes des habitants, une stratégie d'attractivité pour développer et toujours renforcer le rayonnement de notre ville. Des actions à mener dans un cadre budgétaire et financier contraint, notamment par la contractualisation avec l'État qui pesait sur les dépenses de fonctionnement depuis 2017,
Pour autant, les 4 objectifs fixés en début de mandat ont été tenus, et même au-delà, puisque les résultats attendus ont été dépassés. Le premier objectif portait sur la maîtrise de la fiscalité pesant sur les ménages, et la ville de Troyes est l'une des rares villes de France à avoir réussi à maintenir ses taux de fiscalité depuis plus de 20 ans. L'objectif a donc été atteint. Cette maîtrise de la fiscalité ne devait en aucun cas porter atteinte aux investissements. Le deuxième objectif prévoyait la poursuite d'un programme d'investissement soutenu. À la fin 2019, nos dépenses d'équipement se sont élevées en cumul à plus de 87 millions d'euros contre 81 millions d'euros prévus au plan d'action municipal. L'objectif a là aussi été tenu. Pour investir tout en maintenant ces taux de fiscalité, il est nécessaire de pouvoir afficher une capacité d'autofinancement suffisante. C'était le troisième objectif qui fixait le maintien de cette capacité d'autofinancement net à 1 million d'euros au budget primitif. Celle-ci s'est élevée en moyenne sur la période à plus de 2 millions d'euros. L'objectif a donc été là aussi dépassé. Le quatrième et dernier objectif concernait la maîtrise de l'endettement. Engagement également tenu puisqu'à fin 2019, l'encours de la dette du budget principal s'élevait à plus de 49 millions d'euros contre 61,44 millions d'euros prévus au plan d'action municipal. Vous le voyez, sur ces 5 années, nous avons donc réussi à maintenir une nouvelle fois les taux de fiscalité tout en poursuivant un programme d'investissement soutenu à plus de 6 millions d'euros sur le PAM et en limitant le recours à l'emprunt puisqu'il s'affiche à moins 12 millions d'euros au niveau du PAM, confirmant ainsi la pertinence des choix qui sont les nôtres. J'ajoute que ce sont près de 100 millions d'euros qui ont été injectés depuis 2015 dans les investissements, dans les équipements, pour améliorer le quotidien des Troyens, offrir des services publics de proximité de qualité, renforcer les moyens pour assurer la sécurité et la tranquillité publique, bien entendu poursuivre les opérations ambitieuses qui contribuent à l'attractivité de notre ville, et tout cela permettant également de soutenir le tissu économique local. Nous allons maintenant aborder la présentation donc, du compte administratif 2019 du budget principal. L'exécution du budget principal a été réalisée à hauteur de 114 713 135 euros en recettes et 100 377 601 euros en dépenses. Le résultat global de l'exercice ressort à 14 335 534 euros. La section de fonctionnement dégage une épargne brute de 17 974 074 euros avec les cessions d'actifs. Si on détaille les recettes et les dépenses par section, les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 87 749 573 euros, en progression de 3,2%. Cette augmentation provient essentiellement de la hausse, d'une part, des produits exceptionnels dus à des cessions d'actifs importants comme Menoix, le terrain rue Fort-Chevreuse ou le terrain APEI à Rouilly-Saint-Loup, et d'autre part, du produit des impôts et taxes qui évolue de plus 2,7% en raison de la progression importante des droits de mutation en 2019 à plus 33% par rapport à l'année précédente. Concernant les dépenses réelles de fonctionnement, 2019 est la deuxième année de contractualisation avec l'État. Nous avons réussi une nouvelle fois à respecter le montant maximum autorisé puisque nos dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 69 775 499 euros, alors que le seuil à ne pas dépasser était fixé, vous le voyez dans le rappel au DEDEL, à 70 342 773 euros. Globalement, les dépenses de fonctionnement évoluent de 1,5% et s'expliquent essentiellement par la progression des frais de personnel qui ont évolué de 2,5% entre 2018 et 2019. J'ajoute néanmoins
que cette hausse est à relativiser, car le montant réalisé en 2018 à 0,4% était anormalement bas par rapport aux autres années du fait des difficultés rencontrées au niveau du recrutement de certains personnels et d'un certain nombre de postes non pourvus. La maîtrise des dépenses de fonctionnement peut être confirmée par les ratios qui figurent sur cette diapositive qui vous est projetée et qui permet de comparer les montants de nos dépenses de fonctionnement par rapport à celles en moyenne des communes de même strate, c'est-à-dire des communes de 50 000 à 100 000 habitants. Vous le voyez, tous les postes de dépenses de fonctionnement sont inférieurs à la moyenne des villes de même strate, allant de moins 6% pour les charges de personnel à moins 63% pour les charges financières. Au total, les dépenses de fonctionnement pour notre ville s'élèvent à 1 126 € par habitant contre 1 317 € par habitant pour les villes de même strate, soit un écart de 14,5%. Si nos charges de personnel sont inférieures de 6%, comme je viens de le notifier par rapport aux villes de même strate, leur part dans les dépenses de fonctionnement ressort pour autant supérieure à celle constatée dans les villes de même strate. Vous le voyez, 68% pour notre ville contre 62% pour les villes de même strate. Cette situation s'explique simplement par une très grande maîtrise également des autres dépenses de fonctionnement. Et vous avez sur le troisième graphique l'explication qui permet de recalculer la part des dépenses de personnel en appliquant à notre collectivité le niveau des montants constatés sur les villes de même strate pour les autres dépenses de fonctionnement. Et si l'on fait ce rapprochement, les charges de personnel ne représenteraient en fait pour notre ville que 60% des dépenses de fonctionnement, donc également inférieures aux villes de même strate. Concernant les soldes intermédiaires de gestion qui permettent d'apprécier comment notre collectivité parvient à dégager un excédent de ressources destinées au financement de nos investissements, ce graphique vous présente l'évolution de l'épargne brute et celle de l'épargne nette depuis 2014. Vous pouvez le constater, l'épargne nette, c'est-à-dire notre capacité à dégager les ressources propres au niveau de la section de fonctionnement pour financer nos investissements, atteint 8,6 millions d'euros, marquant une progression de 19% par rapport à 2019. Concernant la section investissement, voilà. Les recettes réelles se sont élevées à 26 963 563 €. Leur progression de plus de 36% par rapport à 2018 provient essentiellement d'emprunts nouveaux réalisés à hauteur de 10 millions d'euros. Une augmentation de 6 millions d'euros, soit une augmentation de 6 millions d'euros de plus que l'an dernier. Ces emprunts se justifient par le niveau des dépenses d'investissement réalisées en 2019 que nous allons voir sur la diapositive suivante, puisque les dépenses d'investissement ont donc atteint 30 602 102 €, dont plus de 23 millions d'euros pour les dépenses d'équipement, avec donc là aussi une progression de 6 millions d'euros par rapport à 2018, ce qui correspond à environ un peu plus de 39% d'augmentation. Le détail des principales opérations d'investissement figure sur
la diapositive qui vous est projetée, cette liste n'étant bien entendu pas exhaustive. Voilà pour le compte administratif du budget principal. Je vous propose maintenant de passer aux deux budgets annexes, et notamment le budget annexe stationnement, principalement constitué des droits de stationnement. Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 3,8 millions. Elles ont permis le financement de 2,8 millions de dépenses de fonctionnement et de dégager une épargne brute à hauteur d'un peu plus d'1 million d'euros. Cette épargne brute, complétée par des recettes d'investissement d'un montant de 538 000 euros, ont permis de financer les dépenses d'investissement réalisées à hauteur de un peu plus de 845 000 euros, dégageant un résultat global de l'exercice à hauteur de 725 964 euros. Concernant le budget annexe de l'ORI, qui fait l'objet en fait d'une comptabilité de stock imposant l'imputation des acquisitions d'immeubles, des études et des travaux en section de fonctionnement. Pour 2019, ces dépenses se sont élevées à 375 630 euros. L'unique... Il n'y a plus rien. Voilà, on va continuer. L'unique recette enregistrée sur ce budget annexe correspond en fait à une avance du budget principal qui est versée pour un montant de 259 154 euros. Le résultat global de l'exercice s'établit à moins 116 476 euros. Pour terminer la présentation de ce compte, de ces trois comptes administratifs, je vous propose un point sur la dette communale. Et notamment pour compléter une présentation de notre capacité j'ai fait une erreur, pardon. Donc un point sur la dette communale qui démarre, vous le voyez, de 2005, qui est la première année où il avait été décidé par le vote du conseil municipal d'amorcer notre désendettement. L'encours de la dette était alors de pratiquement 80 millions d'euros. Au 31 décembre 2014, la dette avait diminué de 16 millions d'euros. Et lors du mandat qui vient de s'achever, l'encours de la dette a encore été réduit de 10 millions d'euros et il n'est plus que de 54 millions d'euros au 31 décembre dernier. Vous le voyez également, tous les emprunts constituant la dette de la ville sont classés sans risque en catégorie 1A selon les références de la charte Gisler qui a été établie depuis 2008 suite aux prêts toxiques. Et enfin, vous voyez également la part des taux fixes qui s'élève à 62% pour une part de taux variable de 38%, avec des taux moyens de notre dette de 1,49% et une durée résiduelle moyenne de 10 ans. Concernant notre capacité de désendettement, les histogrammes verts qui vous sont projetés correspondent à l'encours de la dette par habitant de la ville de Troyes au 31 décembre de chaque année. Et vous voyez que la tendance depuis 2010 est à la baisse. Ils sont comparés à la moyenne de l'encours de la dette par habitant constatée sur les communes de même strate, où là, la tendance est plutôt à la hausse. Et vous voyez également sur la période considérée que la ville s'est désendettée alors que les autres communes de référence de même strate se sont, elles, endettées. La courbe noire représente donc cette capacité de désendettement de notre ville. C'est un ratio qui
permet de déterminer le nombre d'années nécessaires pour rembourser, enfin théorique, pour rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la collectivité ne consacre la totalité de son épargne brute à cela. Vous voyez qu'en 2010, je ne sais pas si vous voyez parce que c'est écrit petit, en 2010, notre capacité de désendettement était d'un peu plus de 6 ans. Elle est réduite à fin de l'année dernière à 3 années, ce qui est un élément important puisque le seuil critique se situe entre 10 et 12 ans. Pour conclure la présentation de ce compte administratif 2019, quelques éléments à retenir que vous pouvez lire sur cette diapositive qui consacre donc de très bons ratios financiers encore pour cette année et qui respecte les engagements que nous avions pris et même des engagements qui ont été dépassés par rapport aux objectifs fixés. Voilà, Monsieur le Président de séance, pour cette présentation du compte administratif. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette présentation. Mais écoutez, le débat est ouvert. Qui veut intervenir après cette présentation à la fois exhaustive, mais très claire? Monsieur Blanchon. Madame Zajac. Il y a d'autres interventions? Monsieur Guiton. Bon, je vous en prie. 2 interventions? 3 interventions. Bon, très bien. Allez-y. Alors, je commence, alors, mes chers collègues. Le compte administratif 2019 conclut en partie le plan d'action municipal 2014-2020 et concrétise votre action politique sur le dernier mandat. Vous connaissez nos remarques concernant la politique menée par la majorité troyenne. Certes, il peut apparaître périlleux de vouloir émettre des critiques alors que les urnes se sont à peine refermées, mais en démocratie, l'opposition doit, le cas échéant, porter un regard différent et non consensuel qui permet de nourrir le débat dans l'intérêt des Troyennes et des Troyens. Par rapport donc à ce compte administratif 2019, j'ai pour ma part quelques observations. Première observation, on remarque que la dotation globale de fonctionnement entre 2014 et 2017 a évolué plutôt favorablement, contrairement à d'autres communes, grâce notamment à la dotation politique de la ville. Cet indicateur démontre que certaines familles troyennes sont en situation de fragilité et que plus globalement, une partie importante de la population de cette ville est plutôt défavorisée. Si on note également que la baisse des recettes issues de la fiscalité directe semble baisser, cela conforte en partie cette analyse sur la typologie de notre population. Deuxième observation, la valorisation de l'action municipale par habitant est de 1 126 € par habitant, alors qu'elle s'élève à 1 317 € par habitant dans les villes de même strate. Alors vous avez effectivement corrigé avec un graphique différent, mais on reste quand même en deçà des strates de même ville. Alors certes, l'épargne brute de 15,7 millions d'euros permet de se désendetter et d'investir, mais cela limite la capacité de faire des services publics locaux, alors que l'on sait de manière quasi sûre que la deuxième vague sociale et économique liée au Covid-19 va arriver et elle impactera nécessairement les plus fragiles d'entre nous dans cette ville notamment. Ce péril ne laissera peut-être pas le choix à un changement de logiciel pour cette majorité, mais dans ce cas, si la majorité municipale agit pour limiter les effets de cette deuxième vague sociale et économique, elle risque d'être entravée par une politique trop prudente depuis de longues années et par la contrainte également de l'ODEDEL qui limite chaque année l'augmentation des frais de fonctionnement à 1,5%. Ces deux contraintes vont nécessairement limiter votre action pour, je le disais tout à l'heure, limiter cette vague liée au Covid-19 en ce qui concerne l'aspect social et économique. Donc c'était mes 2 observations, et c'est le questionnement par rapport à cette gestion depuis de nombreuses années. Qu'en est-il du pouvoir faire de la ville par rapport à la typologie de cette population troyenne? Je vous remercie. Madame Zajac. Je vous remercie. Ce compte administratif, comme l'a dit mon collègue, le dernier de la mandature précédente, traduit vos choix budgétaires. Je vous parle à vous, monsieur le maire, et à la majorité, pour l'année 2019. Depuis ce budget, la crise sanitaire du coronavirus s'est imposée avec des conséquences sanitaires, sociales, économiques qui malheureusement
mettent en évidence toutes les bonnes raisons qui ont motivé notre vote contre votre budget. Cependant, force est de constater que depuis de très nombreuses années, il y a les paroles, des constats, entre autres sur la réalité de la situation sociale de la population troyenne, les conséquences du réchauffement climatique, constats que nous partageons, mais manquent les actes. Vos choix politiques ne sont pas à la hauteur des décisions locales qui s'imposent dans ce contexte particulier de notre ville. Par exemple, refus obstiné de travailler sur une tarification sociale pour les services publics, le développement de modes de déplacement alternatifs à la voiture, dont le vélo, etc., etc. Vous prenez prétexte, donc là c'est Monsieur le maire, de votre élection majoritaire aux élections municipales pour prétendre que la majorité de la population adhère à vos choix politiques. Sauf que 70% des électrices et des électeurs ne se sont pas déplacés, un chiffre en augmentation à chaque élection municipale, et je pense que c'est très inquiétant. Ceci dit, il est logique de s'interroger sur les attentes de la population qui, bien que n'ayant pas voté, est concernée au quotidien par les choix municipaux. Et pour ce faire, il serait grand temps de mettre en place des outils pour une participation active des habitants et des habitants de cette ville dans tous les quartiers. Depuis des années, vous faites le choix d'une gestion austéritaire qui ne se justifie absolument pas et qui nous prive de moyens nécessaires pour faire face aux enjeux majeurs du réchauffement climatique, des réponses, entre autres, aux besoins des personnes les plus fragiles, dont les personnes âgées. Ce compte administratif, presque un copier-coller des précédents du mandat, montre des dépenses maintenues en fonctionnement et des recettes en hausse avec un résultat positif de 15,7 millions d'euros qui atteint cumulé 24 401 913,43 pour 2019. Il y avait donc matière à faire des choix budgétaires de fonctionnement et d'investissement pour répondre au mieux, répondre aux besoins de la population et aux enjeux, comme on l'a dit, environnementaux, sociaux et démocratiques. Je prendrai 3 exemples. Tarification sociale, développement de la vidéosurveillance, les mobilités. S'agissant de la question d'une tarification des services publics dont la restauration scolaire adaptée à la réalité sociale des familles, un travail devrait être fait sur le poids de la dépense dans le budget des familles, c'est-à-dire le taux d'effort. L'Union nationale des CMAS a mis en valeur des décisions de certaines communes dans le contexte particulier du coronavirus. Par exemple, et je vous cite, à travers une réflexion commune entre les CCAS, le pôle scolaire et la restauration municipale, l'idée a été de mettre en place des repas à 50 centimes par personne pour tous les membres d'une famille d'un enfant scolarisé dans la ville et qui serait en difficulté. 200 familles ont été concernées et ça se poursuit pour l'été. À Troyes, lorsque le ministère de l'Éducation nationale a imposé l'ouverture des écoles primaires, les quelques familles qui ont fait rentrer leurs enfants devront payer 4,50 € pour un sandwich, une bouteille d'eau, un fromage, un fruit. Bon, le sandwich était différent chaque jour quand même. Donc, cherchez l'erreur, la différence. S'agissant de la question de la sécurité, le développement des caméras dites de vidéosurveillance et le développement de la police municipale. Alors, je tiens à remercier les services et particulièrement M. Domini qui m'a donné toutes les informations. Je voudrais vous en faire part parce que ça me semble important. En ce qui concerne la police municipale, en fonctionnement et en investissement sur 2019, on arrive à 2 094 539,98. C'est donc important. Ça veut dire que là, depuis un certain temps, la police nationale est en réduction et que le nombre des policiers et des policières municipaux est en constante augmentation pour compenser le désengagement de l'État et les réductions de la police nationale. En ce qui concerne la vidéoprotection, les premières dépenses, en ce qui concerne l'installation et le développement des caméras, sont intervenues sur l'exercice 2005 pour un montant de 14 232,40 €. Début février, elles étaient arrêtées à la somme de 3 049 et quelques 727,78. Ce chiffre cumulant
là je cite, la totalité des dépenses mandatées jusqu'en février. D'autres dépenses sont intervenues au cours de l'exercice 2020, dont la mise en œuvre d'autres caméras du déploiement. Mais elle n'était pas à l'époque quand j'ai eu les informations mandatées. En recettes, la ville a perçu sur la même période, 2005-2020, 521 161 €. Donc la charge nette cumulée de la ville sur ce dispositif, sur les 16 exercices, est quand même très importante, de 2 528 566,78 €. Selon les différentes analyses et rapports de la Cour des comptes sur le coût de l'implantation de caméras dans les villes, des comparaisons entre des collectivités équipées et d'autres non, il apparaît que cette vidéosurveillance n'assure ni prévention ni dissuasion des actes de délinquance et qu'elle n'a globalement aucun impact sur le niveau de la délinquance enregistrée. Il est constaté un phénomène de déplacement des problèmes. Il apparaît que la contribution de la vidéosurveillance au travail de la police judiciaire, bien que réelle, est très limitée. Donc cette vidéosurveillance a un impact certes non nul, mais extrêmement faible, sauf qu'elle occasionne une véritable gabegie pour les finances publiques lorsqu'on leur chiffre les coûts, comme je vous l'ai dit, ce qu'elle représente pour une municipalité, et ce qui nous prive d'autres investissements et d'autres actions de prévention et de sécurité qui en découlent. Je précise que pour nous, l'urgence, ce sont les mesures de sécurité indispensables pour la santé de la population. Pollution atmosphérique, auditive, réchauffement, et malheureusement, face à l'épidémie toujours présente, les caméras ne sont d'aucune utilité. S'agissant des modes de déplacement et de leur diversité, le mépris affiché à l'égard des associations, de celles et de ceux qui démontrent la nécessité de prendre en considération le développement des déplacements vélos et donc de la création des pistes cyclables sécurisées est inacceptable. Ce sont l'ensemble des modes de déplacement, l'éventuelle gratuité des transports publics, leur évolution, la place des piétons, des poussettes, des vélos, des trottinettes, des fauteuils roulants, des voitures qu'il faut vraiment étudier. Il est grand temps de changer de logiciel et de travailler en toute démocratie au plan d'action municipal 2020-2026 et ainsi créer les conditions pour une ville écologique, citoyenne et solidaire. Je vous remercie. Merci, Madame Zajac. Je crois dans l'ordre, c'était Monsieur Guiton. Ou comme vous voulez, si vous êtes galant, vous... Voilà, je vous en prie. Alors, non. Je vous remercie. Alors, pour compléter l'intervention de ma collègue Anna Jazac, je souhaiterais revenir sur la demande que Madame Jazac formule lors du dernier conseil municipal au sujet de l'accueil des loisirs, des centres de loisirs sans hébergement. Pour bien comprendre et bien appréhender la situation sur Troyes, nous avons effectivement besoin d'un bilan par centre d'accueil de loisirs du quotient familial des parents dont les enfants fréquentent ces structures troyennes. En 2019, nous avions obtenu des informations sur l'ensemble de ces centres. Nous souhaitons questionner, chiffres à l'appui, l'évitement de familles troyennes évoquées par les témoignages recueillis. De quelles familles s'agit-il? S'agit-il des quotients les plus bas, les plus élevés? Ces chiffres par centre d'accueil de loisirs nous permettront de mesurer plus précisément l'impact des modifications tarifaires de la CAF. Il semblerait que la fréquentation aurait diminué particulièrement après la décision de la CAF à compter du 1er janvier 2016 de remplacer l'aide aux familles CAF par une aide aux gestionnaires villes de Troyes sous forme d'une bonification de la prestation de service. Mais le montant de cette participation était nettement moindre que les sommes versées aux familles. Quelles en sont les incidences sur le comportement des parents à l'égard de la fréquentation de ces structures d'accueil troyennes? Par exemple, au Chartreux, les témoignages recueillis évoquent le changement du public accueilli, soulignant ainsi l'évitement d'une frange de la population troyenne. S'agit-il d'une attractivité financière des communes limitrophes? Nous ne disposons pas de l'ensemble des éléments pour pouvoir le confirmer. Nos affirmations et questionnements à venir ne sauraient se réduire aux témoignages recueillis. Chiffres et recensements à l'appui, nous serons en mesure d'apprécier l'impact de la modification de la tarification sociale de la CAF avant de pouvoir le qualifier. Je vous remercie. Monsieur Guiton.
Je vous remercie. Eh bien, nous, par souci de cohérence, nous avions donc déjà largement débattu lors du budget, lors de l'ancienne mandature en février. Nous avons eu l'occasion de donner nos mécontentements dans la gestion de la ville lors de ces élections municipales. Donc nous avons voté contre le compte de gestion. Nous voterons contre le compte administratif et le point 3 aussi pour son affectation des résultats. Donc tout simplement, voilà, par souci de cohérence, on a déjà débattu largement cette année sur tout ce qui concerne le budget. Donc voilà, nous voterons contre et je ne serai pas plus long. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole avant qu'on repasse la parole à Isabelle? Non? Ah, pardon, Bertrand Chevalier. Non, juste quelques mots, notamment pour les nouveaux collègues. Je pense qu'on a... Vous ne pouvez pas vous rendre compte combien le choc a été important il y a 3 ans, quand on a dû faire face à la décision du gouvernement actuel de contractualiser les dépenses, ce qu'on a appelé le principe d'ODEDEL, qui nous a quelque part limité dans l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Ça a été un vrai choc. On en a souvent parlé en commission des finances, et en particulier avec David Blanchon, que je remercie pour, à l'époque, sa hauteur de vue. Cette contraction des dépenses, elle a obligé, on ne s'en rend pas suffisamment compte aujourd'hui, elle a obligé les services à faire preuve de beaucoup plus de performance. Elle a obligé la direction à, quelque part, amplifier son management. Elle a obligé, quelque part, le processus de mutualisation avec 3 Champagne Métropole. Je veux le redire parce que si on oublie de dire ça, alors on a une mémoire de poisson et on n'arrive pas à en mettre en perspective. Moi, juste ce que je veux dire, c'est qu'au lendemain des élections municipales, je trouve tout à fait normal que les uns les autres aient de multiples projets. Et en même temps, on est dans la situation les uns les autres que l'on connaît. Je pense qu'il faut qu'on sache apprécier la bonne santé financière de la ville de Troyes. On est dans des incertitudes sur les compléments de financement venant de nos autres partenaires qui, depuis 25 ans, ont joué un jeu très, très important à nos côtés, tant sur le fonctionnement que sur l'investissement pour compléter nos programmes. On est dans cette incertitude de savoir comment l'État va finalement pouvoir nous accompagner, comment le Conseil régional va pouvoir nous accompagner. Et je crois qu'il faut qu'on se dise sans aucune sensibilité politique particulière, se dire que finalement la situation financière de la ville de Troyes nous permet aujourd'hui d'aborder un peu les temps de gros vent. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Je vais redonner la parole à Isabelle. Merci Marc et merci Bertrand pour ces éléments. Je vais peut-être faire une réponse groupée parce qu'en fait tous les éléments se tiennent, et peut-être déjà apporter une précision par rapport à la contractualisation et au DEDEL, même si l'acronyme n'est pas très élégant, et vous dire que pour 2020, cette contractualisation, justement du fait de la crise, est suspendue. Voilà. Donc ça, c'est déjà un élément très technique, mais qui convient de souligner. Vous dire plus généralement que cette gestion prudente qui nous conduit toujours à optimiser nos dépenses sans dégrader pour autant le service rendu au public, eh bien c'est justement ce qui nous permet de répondre lorsque nous devons faire face à la crise à laquelle nous avons dû faire face et qui n'est malheureusement pas terminée. C'est ce qui nous permet de répondre, parce que ce ne serait absolument pas le cas si nous étions sur des ratios fragilisés et des ratios nettement moins bons. Le fait de pouvoir maîtriser les charges de fonctionnement, eh bien, ça permet de dégager un autofinancement plus important et donc d'investir en empruntant moins et donc en faisant diminuer le poids de la dette sur les Troyens.
ce qui nous permet quand même d'investir, c'est ce que je disais précédemment, pour améliorer ce cadre de vie. Concernant les besoins qui apparaissent et qui vont certainement apparaître de façon croissante pour les plus fragiles, liés notamment à cette crise du Covid, le CMAS y travaille, et je me permets, Marc, de le préciser, à la demande de Monsieur le maire. Le CMAS travaille sur le sujet, à un diagnostic qui sera notamment consolidé avec les associations caritatives, et nous répondrons présents concernant les besoins qui feront jour. Concernant les différents éléments que vous évoquiez, que ce soit santé, transition écologique, tranquillité et sécurité, et si Bruno Baudou veut apporter quelques éléments, je lui laisserai bien volontiers la parole concernant la tranquillité et la sécurité. Regardez les délégations et les contours de délégations et les missions qui ont été confiées à nombreux adjoints collègues par rapport à ces sujets. Donc je pense que ces remarques, je les entends, ça fait l'objet et ça fait effectivement, ça anime notre débat démocratique et c'est très vertueux, mais je pense qu'il est difficile de pouvoir remettre en cause l'ensemble de ces ratios qui nous permettent d'afficher les résultats et d'être beaucoup plus sereins, que ce soit pour aborder le budget supplémentaire que nous allons vous présenter tout à l'heure, ou que ce soit pour aborder le début de ce mandat. Merci Isabelle. Bruno, tu veux ajouter quelque chose ou... Merci Marc. Quelques compléments. Les chiffres restent têtus, donc on peut éventuellement faire un peu quelques focus sur 2-3 chiffres. Rappelez qu'en 2017, la masse salariale représentait au niveau de la police municipale de 1,4 million, nous sommes à 1,8 million. Il ne vous est pas échappé que les 4 brigades de 8 en début de mandat sont passées à 10 et qu'ils passeront prochainement à 12. Donc, ce qui explique déjà l'augmentation de la masse salariale, et c'est une volonté affichée de la municipalité que nous assumons, puisque nous avons fait campagne sur ce sujet. Donc là-dessus, il n'y a pas pour moi débat. Par rapport au CSU, ne soyons pas sélectifs au niveau des chiffres. Je vous rappellerai seulement qu'en 2017, le CSU, c'était 156 000 euros. Les chiffres, vous les avez, puisque nous les avons eus en même temps. Hein, ce qui caractérise bien la transparence au niveau des chiffres et au niveau de l'information. Donc en 2017, nous étions à 156 000 et en 2019 à 124 000. Donc je ne peux pas vous laisser dire qu'il y a une envolée des charges de fonctionnement au niveau du CSU, puisque nous avons baissé de 30 000 euros. Au niveau du rapport sur les caméras, le rapport date de 2009. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Je n'ai pas, s'il y a eu, et si vous avez connaissance d'un dernier rapport de 2020 ou 2019, je suis effectivement preneur. Mais les éléments que vous apportez aujourd'hui par rapport à la viabilité, à l'efficacité des caméras, des CSU, datent de 2009. Effectivement, la vidéoprotection était essentiellement concentrée sur les centres-villes. Aujourd'hui, nous avons une répartition homogène sur l'ensemble de la ville, puisque nous avons un peu plus de 200 caméras. Donc le déplacement de la délinquance ou éventuellement de certaines poches qui peuvent poser problème, ça supposerait derrière qu'il n'y ait pas de caméra en dehors du centre-ville, ce qui est faux. Et ça, je ne peux pas vous laisser dire ça. Au niveau de l'extraction judiciaire, aujourd'hui, c'est quand même par an 200 extractions judiciaires qui nous permettent de résoudre des faits réels et concrets. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, pour conclure ce débat, je vais peut-être apporter aussi quelques précisions à la fois à Mme Zajac, à M. Blanchon et à tous les intervenants. De dire que par rapport à ce compte administratif qui vient de vous être présenté par Isabelle Iliot-Couronne, on peut dire que c'est un bon compte administratif. Alors, vous ne l'avez pas dit, hein, M. Blanchon l'a un peu esquissé en disant « je suis obligé de faire de l'opposition parce que c'est normal, on est au début », mais vous ne l'avez pas dit. Or, je pense qu'on peut le dire, c'est un bon compte administratif, tous les indicateurs sont ouverts.
On ne peut pas faire mieux. Vous l'avez vu, il y a des comparatifs aussi par rapport aux villes de la même strate. On a d'excellents ratios. On a une épargne brute qui progresse et qui permet un autofinancement en progression. Et donc un autofinancement, c'est de l'investissement. Ça veut dire que c'est une bonne gestion. On sait que les dépenses les plus durables sont des dépenses d'investissement. Vous le savez. Et ces dépenses d'investissement vont évidemment vers tous les Troyens et en même temps vers les plus fragiles. On est conscient de la dureté de la crise qui nous attend. On a été durement impacté sur notre ville, sur notre territoire. Le bilan humain est très dur. On pense à toutes ces familles qui ont été endeuillées. On pense à tous ceux qui sont dans l'angoisse par rapport à un rebond éventuel de la pandémie. La ville de Troyes, sous la direction de son maire, s'est mobilisée dès le premier jour pour fournir protection, pour fournir finalement tous les manques que certains services publics n'avaient pas pu donner à la protection des Troyens. Et là, nous avons le compte administratif. Ça aurait été mieux presque s'il était présenté juste avant les élections. Parce que qu'est-ce qu'un compte administratif? C'est le juge de paix d'une gestion financière. Et on peut, à travers ce compte administratif 2019, voir l'évolution en comparant les différents comptes administratifs d'une gestion financière d'une collectivité sur 6 ans. Or, cette comparaison est sans appel. Malheureusement, les chiffres sont têtus. Et c'est vrai que cette comparaison, elle a été en même temps validée, a priori, puisque les Troyens n'avaient pas eu le compte administratif, a été validée par les élections. Madame Jacques, vous dites il y a beaucoup d'abstention. Oui, il y a beaucoup d'abstention, il y a une crise démocratique qui frappe notre territoire. Mais ceux qui ne se sont pas déplacés, vous ne pouvez pas vous les accaparer. Ils n'ont voté ni pour nous, mais ni pour vous non plus. Donc ce sont ceux qui ont choisi de ne pas participer à la vie démocratique pour différentes raisons. Et aussi peut-être par peur de la crise sanitaire, déjà qui couvait et qui impressionnait nombre d'électeurs. Donc je voudrais simplement vous dire que les chiffres sont bons, le plan d'action municipal a été réalisé, et puis pour terminer, vous dites que la gestion est pratiquement trop prudente, mais pas pour moi. Cette gestion, elle est pleine d'anticipation. Elle va permettre un effort considérable et une participation de la ville de Troyes, un plan de relance pour à la fois redonner vie à notre économie, vie à notre commerce, et puis aider les plus démunis et les plus fragiles dans la crise. Voilà ce que l'on retient de ce compte administratif, qui était le dernier du mandat, mais en même temps qui permet, dans le mandat suivant, dans ce mandat qui vient de commencer, eh bien, des marges de manœuvre très très intéressantes pour que le maire mène une politique active et en même temps à destination de tous les Troyens, sans oublier les plus fragiles. Alors, si vous le voulez bien, nous allons passer à l'adoption de ce compte administratif. Vous avez page 43. Page 43, on vous résume le compte administratif présenté par M. François Baroin. On me dit qu'il faut que je répète que je suis été élu pour présider la séance. Mais le plus important, c'est de donner acte de la présentation du compte administratif au maire. Il est résumé. Constater aussi bien pour la comptabilité principale que pour les comptabilités annexes les identités de valeur avec les indications du compte de gestion. Prendre acte de l'annexe budgétaire, reconnaître la sincérité des restes réalisés, et puis arrêter les résultats définitifs tels que je vais vous les donner. En ce qui concerne le budget principal, c'est la page suivante, page 44. Au global, ça représente 13 69 887 €. Pour le budget annexe, le résultat net de clôture globale, c'est 747 320 €. Vous avez également le compte administratif tout budget qui se trouve page 47, c'est 13 817 208. Et puis c'est tout pour cette présentation de ce rapport. Alors, je mets aux voix le compte administratif pour l'exercice 2019 qui s'oppose.
le groupe Rassemblement national, le groupe socialiste. Qui s'abstient? Comme c'est une abstention, et comme c'est un vote solennel, je vais demander à tous ceux qui approuvent de bien vouloir lever la main. Eh bien, je vous remercie. Le compte administratif est donc adopté à la majorité. Nous allons trouver, avant de faire revenir le maire, c'est la page 61. C'est l'affectation des résultats du compte administratif. Isabelle. Donc, après le vote de ce compte administratif, donc, nous allons procéder à l'affectation des résultats dégagés à l'exercice 2019. Pour le budget principal, la section d'investissement présente un solde d'exécution de moins 5 684 264,89 € très exactement, et un solde de reste à réaliser de moins 5 312 051,10 €, soit un besoin de financement de 10 996 315,99 €. La section de fonctionnement dégageant un résultat de 24 401 913 €, il vous est proposé de l'affecter d'une part en recettes d'investissement du budget supplémentaire à hauteur de 10 996 395 € pour la couverture du besoin de financement, et d'autre part pour le solde en excédent de fonctionnement reporté pour 13 405 597 €. Concernant le budget annexe de stationnement, la section d'investissement présente un solde d'exécution de moins 299 365,59 € et un solde de reste à réaliser de moins 470 195,68 €, soit un besoin de financement de 769 561,27 €. La section de fonctionnement dégageant un résultat de 1 537 331,60 €, il vous est donc proposé de l'affecter d'une part en recettes d'investissement à hauteur de 769 561,27 € pour la couverture du besoin de financement, et concernant le solde en excédent de fonctionnement reporté pour 767 770,33 €. Enfin, pour le budget annexe de l'ORI, la section d'investissement présente un solde d'exécution de plus 97 479,93 € et un solde de reste à réaliser nul, soit un excédent de financement de 97 479,93 €. Cet excédent de financement est donc repris dans les recettes d'investissement, et la section de fonctionnement dégageant un résultat nul, il n'y a donc pas lieu de l'affecter. Merci beaucoup de cette présentation. Est-ce qu'il y a des interventions sur cette affectation des résultats? Non. Eh bien, écoutez, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? 6 oppositions, 6 choses. Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Je considère que le reste assemblée adopte ce rapport qui est l'affectation des résultats. Je pense qu'on peut faire revenir le maire de Troyes pour présider la séance. Monsieur le maire, laissez-moi vous féliciter puisque le compte administratif a été adopté à la majorité. Merci beaucoup, merci au Conseil, et nous pouvons poursuivre nos travaux. Le 4e point à l'ordre du jour, vous avez passé le compte administratif, l'affectation des résultats.
Donc le quatrième point porte sur le règlement intérieur du conseil municipal. Je vous fais grâce de la lecture. Ça a été discuté notamment avec, et normalement avec les chefs de groupe de l'opposition. Est-ce qu'il y a des observations? Monsieur Guiton. Merci, monsieur le maire. Bon, donc on dit souvent qu'on mesure la santé d'une démocratie au traitement de l'opposition. Nous sommes dans l'opposition, donc nous allons nous abstenir, même si nous sommes plutôt satisfaits des droits qui nous sont donnés et nous vous remercions pour cela. J'attire juste votre attention, puisqu'on a parlé beaucoup de chiffres lors des débats précédents. Vous avez donc fait 5900 voix à l'élection municipale en 2020. Dans un tout autre contexte, notre présidente, du moins pour mes collègues, Marine Le Pen, a fait 6400 voix. Je parle de seulement la commune de Troyes dans le cadre de l'élection présidentielle de 2017. Donc voilà, si on considère que vous avez 42 élus sur 49, la représentativité de la ville n'est pas toujours celle qui devrait l'être, puisque, voilà, comme ma collègue l'a déjà rappelé tout à l'heure, il n'y a eu que 30% de votants à l'élection municipale. Mais pour ce qui est du règlement intérieur, nous nous abstiendrons. Bien, enfin, si vous voulez aller sur ce terrain-là, moi, ma première conclusion, c'est que vous êtes très, très en deçà de ce qu'a fait votre présidente. Et donc, elle doit être largement déçue. Elle va sûrement réfléchir à renouveler les générations du Front National pour s'investir dans la durée. Le deuxième enseignement, c'est que je n'ai pas de conseil à vous donner. Je ne veux pas m'élever au-dessus d'une condition qui n'est pas la mienne. Il y aurait eu 2 points d'écart entre vous et nous. On pourrait avoir ce type de débat au deuxième conseil, même au deuxième conseil. Il y aurait eu 5 points d'écart. On aurait pu avoir ce débat. Il y aurait eu 10 points d'écart. On aurait pu avoir ce débat. Il y aurait eu 15 points d'écart. Là, on aurait pu commencer à discuter. Il y aurait eu 20 points d'écart. On aurait pu discuter un peu plus. Il y aurait eu 30 points d'écart, on serait fondé à s'interroger. Il y aurait eu 40 points d'écart. Ça aurait été encore un autre débat. Il y aurait eu 50 points d'écart. Voilà. Donc, je pense que vous parlez de la démocratie, vous savez le travail qu'on a effectué pour permettre justement aux groupes d'opposition, qui sont donc en conquête et en régression, sur cet aspect démocratique du règlement intérieur, et j'y suis très attaché. Mais si vous parlez démocratie, respectez le vote des Troyens, respectez l'accompagnement qui a été celui des Troyens à l'égard d'une équipe municipale qui est en place depuis 25 ans. Inclinez-vous avec modestie et humilité devant ce résultat, comme nous l'avons fait, car au fond, le mandat qui nous est confié en majorité, c'est juste des devoirs, une exigence, du travail et une disponibilité de chaque instant au service des Troyens, renouvelée, ressourcée, ce qui est un moteur supplémentaire pour faire encore plus et encore mieux en politique publique, et nous l'espérons bien sûr en résultat. Madame. Je prends la parole au nom de l'opposition de gauche. Notre attention va porter sur l'alinéa 6-4 sur tenue du public. Monsieur le maire, en réponse à la majorité de la population troyenne qui se détourne de la vie politique pour des raisons diverses et singulières, nous souhaitons nous insister sur le maintien et la possibilité de maintenir la retransmission en direct des débats du conseil municipal mis en place depuis la fin mai, sur les réseaux sociaux notamment. Un besoin très largement exprimé par les Troyens et Troyennes que nous avons eu le loisir de rencontrer. La capacité des citoyens, vous n'êtes pas sans ignorer, chers collègues, à s'informer par eux-mêmes, c'est considérablement accru. Par ailleurs, nous exprimons l'attention apportée cette fois-ci à l'accueil physique du public au sein du conseil municipal. Et si les conditions sanitaires à venir le permettent, une configuration spatiale peut-être plus encline à recevoir les citoyens serait à privilégier. La participation publique n'est ni un luxe ni une lubie, c'est une exigence démocratique. L'exigence élémentaire concernera donc la diffusion d'une information pluraliste, contradictoire et accessible à tous, afin de pouvoir mettre en discussion des choix politiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres observations? Souhaitons surtout que les contraintes réglementaires, puisque nous sommes encore dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et nous ne sommes pas en situation d'organiser des réunions de plus de 5000 personnes avant le 31 août. Alors, il n'y a jamais eu 5000 personnes au conseil municipal de Troyes. Ce serait merveilleux et formidable, mais on souhaite surtout pouvoir réintégrer dans les meilleurs délais la salle du conseil, la réouverture au public naturellement, et puis après on discutera dans les commissions sur les bonnes modalités pour assurer la publicité de nos travaux. S'il n'y a pas d'autres observations, je soumets ce rapport aux voix pour,
Contre? Abstention? C'est adopté. Je vous en remercie. Le rapport numéro 5 porte sur la désignation de représentants de la ville au conseil d'établissement du conservatoire, dans les associations des écomères, au conseil d'école et conseil d'administration des collèges et lycées, des commissions sectorielles. Vous avez une synthèse ci-jointe, je vous fais grâce de la lecture. Cela aussi a été discuté en amont, je pense avec tous les groupes d'opposition et au sein de notre équipe majoritaire. Est-ce qu'il y a des observations sur le cadre général qui est proposé pour ces désignations? Madame Zajac. Je vous remercie, monsieur le maire. Non, sur les représentations, il est vrai que nous étions déjà suppléants dans des collèges et on ne nous a pas demandé et on ne figure pas dans ces tableaux. Donc on le regrette. Comme d'ailleurs, on regrette aussi que vous n'acceptiez pas ou qu'on ne puisse pas être dans des conseils d'école pour apporter des choses. Voilà. Stéphanie, non? Vous voulez dire quelque chose? Sous le contrôle de Virginie Hoffner, puisque le mail a été envoyé aux conseillers pour se positionner sur les lycées et collèges. Donc je ne suis pas en mesure de répondre à cette question concernant... Normalement, oui, normalement, je ne parle pas sous le contrôle de Stéphanie. Normalement, un mail a été adressé par le cabinet. Sur information, je me tourne vers le cabinet. Bon, écoutez, moi, j'ai pas de... Enfin, on a le conseil d'établissement du conservatoire. Ce qui vous pose problème, c'est quoi? C'est sur les collèges et les lycées? Collège, lycée, et puis dans les conseils d'école également. Bon, si vous en êtes d'accord, moi, je peux retirer le point à l'ordre du jour. On revoit ça avec vous et on regarde comment la répartition peut se faire. Il y a un cadre proportionnel, j'ai pas de difficulté là-dessus. Mais il faudra voir les positions et les positionnements. Parce que si un mail vous a été adressé et que vous n'avez pas pu le lire, c'est dommage. Bon, et sur les commissions sectorielles, pas de difficulté en revanche. Cela veut dire que... cela signifie, parce que le dernier conseil, on en a un demain. C'est octobre, c'est vraiment tard pour les conseils d'administration. Là, je réfléchis à voix haute avec vous. Bon, on va demander à la présidente de la commission, la maire adjointe, dans ce cas-là, d'associer le mieux possible et le plus possible aux travaux, peut-être imaginer une structure qui permette aux représentants de l'opposition qui s'intéressent à ces travaux. En plus, il y a beaucoup de sujets, et ce sera précieux d'avoir votre regard et votre engagement et votre implication et votre sensibilité. Vous allez essayer de trouver quelque chose qui permettra d'associer, qui soit peut-être pas le conseil d'établissement, mais qui permettra de rendre compte régulièrement. Parce que je ne veux pas mettre en difficulté non plus les établissements pour la rentrée. On a trop d'enjeux, il y a le 2S2C, il y a le facultatif, il y a les financements, il y a les forfaits, il y a la préparation générale de la restauration d'un mode de vie à peu près normalisé, j'espère, pour les parents, pour les enfants. On a des enjeux absolument immenses que porte Stéphanie et toute l'équipe. Les commissions vont beaucoup travailler. Donc si vous êtes d'accord, on reste en l'état comme ça, et puis on trouve une mode de fonctionnement qui corresponde à vos attentes. Monsieur Guiton. Merci. Nous allons demander, si possible, un vote séparé sur les 4 points, pour la simple et bonne raison que nous nous abstiendrons sur les points 1 et 2. Donc si le point 3 n'est pas mis à l'ordre du jour, sinon nous nous abstiendrons. Et nous voterons pour le point 4. Alors, d'accord, pas de problème. Donc, pour le conseil d'établissement du conservatoire, je vous ai proposé donc Karine Dutreux, Françoise Portier-Guénin et Anne-Marie Royer. Pour, contre, abstention, c'est adopté. Pour les écomères, Dominique Deharbe. Pour, contre, abstention, c'est adopté. Pour les conseils d'école et les conseils d'administration, donc ce sont les élus qui siègent au conseil des écoles, en plus de Stéphanie Frankel qui me représente, et les élus qui siègent au conseil d'administration des collèges et des lycées. Donc pour, contre, abstention, c'est adopté avec le codicile que j'évoquais à l'instant. Et les commissions sectorielles, il y a les demandes d'ajustement au sein des commissions, et je vous ai proposé de rectifier leur composition pour le tableau qui a été déposé à votre place, qui est pour, contre, abstention, c'est adopté. Je vous en remercie. Marc Sébéran pour le rapport numéro 6. Merci, monsieur le maire. Il s'agit de dons extrêmement importants qui ont été faits à nos musées.
Le premier est exceptionnel. Il s'agit d'un don au profit du Musée d'Art moderne, don de Madame Crévin, qui, avec sa fondation, de son mari et d'elle-même, eh bien, nous fait don d'une œuvre remarquable de Maria Elena Vieira da Silva, un travail entre la figuration et l'abstraction, vente publique à Milan, 212 000 €, 500 de dons. Pour quelqu'un qui n'est pas troyen, ça montre aussi l'attractivité du musée d'art moderne à l'international et le fait que beaucoup de mécènes font confiance au musée d'art moderne pour mettre en valeur les œuvres les plus remarquables. Un autre don, celui de l'association des Amis du musée d'art moderne. Il s'agit d'une toile d'André Favori, nue ou Vénus campagnarde, 1 700 €, un tableau très, très intéressant, même si la somme n'est pas comparable au premier. C'est un tableau de l'après-guerre, Première Guerre mondiale, des années 20, là aussi un travail remarquable. Enfin, dernier don, il s'agit de l'Association des Amis des musées d'art et d'histoire. Et là, c'est un don ancré dans notre histoire de l'art local. Il s'agit d'un tableau de Jacques Delétain, s'intitule La Grammaire, un grand tableau qui rejoindra les collections des musées d'art et d'histoire. Et c'est un don d'une valeur de 5 317 €. Merci beaucoup, Marc. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Le rapport numéro 7, toujours Marc Sébéran. Il s'agit de conventions de partenariat qui lient la ville et le conservatoire à rayonnement départemental Marcel Landowski, avec à la fois une association et puis les services de l'éducation nationale. Premier rapport, c'est l'association Envol Musical, qui organise un festival classique qui a trouvé tout à fait sa place maintenant dans l'univers culturel troyen. C'est Just Classic Festival, et qui fait venir chaque année des solistes internationaux de très grand niveau, mais ils en sont encore, non pas à l'apogée de leur carrière, mais aux promesses de leur carrière. Et on a la chance d'ici avoir à Troyes, dans des lieux magnifiques, eh bien, ce festival classique. Convention de partenariat tout à fait normale avec le conservatoire qui leur prête des salles et en même temps qui organise, l'association organise des masterclass. Et tout ça, vous avez la valorisation de cette convention de partenariat. Deuxième rapport, il s'agit de l'éveil musical en quartier avec pratique vocale et chant choral. Je parle aussi avec l'assentiment de Stéphanie, parce que c'est un dossier qui concerne les écoles d'éducation du réseau prioritaire d'éducation. Et vous avez la liste, c'est quelque chose qui s'est perpétué et qui s'est renouvelé. Il s'agit de renouveler évidemment la convention de partenariat qui donne une véritable ouverture à la musique. Et là, Madame Zajac, je reprends vos propos, ouverture à la musique, à tous ceux, y compris les familles les plus modestes, peuvent profiter de ce partenariat. Dernier dossier, il s'agit des classes à horaires aménagées, musicales, ce qu'on appelle les CHAM, aussi installées dans notre ville depuis fort longtemps. Ça correspond à un enseignement de la 6e à la 3e. Le Collège Pitou est notre collège de référence. Il s'agit de perpétuer ce partenariat, de le renforcer et de dire à toutes les familles troyennes qui veulent que leurs enfants poursuivent des études musicales et artistiques grâce au conservatoire, que le conservatoire sera en ordre totalement de marche à la rentrée de septembre avec l'accueil de tous les élèves. Tout est prévu, les professeurs se mobilisent pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Karima Ouada pour le rapport numéro 8. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de reconduire et d'accepter les modifications du partenariat avec Troyes La Champagne Tourisme concernant le City Pass 2020-2021, qui intègre les changements au dispositif avec le déploiement du pass en version numérique et sous 3 formes de durée.
Il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de partenariat avec Troyes La Champagne Tourisme relative au City Pass 2020-2021. Merci beaucoup, Karima. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. On change de secteur et c'est Isabelle Héliot-Couronne pour le rapport numéro 9. Il s'agit de décision budgétaire modificative. Merci, monsieur le maire. Le Covid est un drame humain et sanitaire. Il a indéniablement un impact économique et social, mais les collectivités ne sont pas non plus épargnées par la gestion de cette crise. Ce budget supplémentaire s'inscrit donc dans ce contexte, intégrant les incidences liées au confinement et à la gestion de la crise sanitaire, avec les corrections budgétaires que cela entraîne. Je précise que le coût net final de l'impact de la gestion de cette crise vous sera présenté lors de la DM2 à l'automne. Le projet de budget supplémentaire, je ne sais pas, on n'a pas de slide, normalement si. Bon, je vais continuer. Le projet de budget supplémentaire 2020 est équilibré à 37 244 461,83 € très exactement. Il prend les restes à réaliser, les résultats reportés conformément à l'affectation du résultat qui vient d'être adopté, les opérations d'ordre et les inscriptions nouvelles s'élevant à 12 815 855,93 € en dépenses et moins 254 032 € en recettes. Concernant la section de fonctionnement, ce tableau distingue l'impact financier de la gestion de la crise sanitaire des autres inscriptions. Ainsi, vous noterez que la période de confinement ayant imposé l'arrêt de nombreuses activités a d'une part généré une perte de ressources, mais atténuée par une diminution des dépenses. Ce tableau fait également apparaître une charge supplémentaire de plus de 2 millions, charge nette supplémentaire de plus de 2 millions d'euros liée directement à la crise sanitaire et plus spécifiquement à l'achat de masques et de tous les équipements qui ont permis de protéger dès le début du confinement les agents de la ville de Troyes qui ont continué d'assurer leur mission de service public dans des conditions remarquables, qui ont permis également d'équiper les Troyens de plus de 11 ans, les professionnels de médecine de ville, mais aussi les acteurs économiques et notamment les commerçants qui étaient encore autorisés à ouvrir. Dans la section d'investissement, les crédits nouveaux proposés s'élèvent à 11 064 266 € en dépenses, dont 10 528 956 € de dépenses d'équipement et 1 334 753 € en recettes, qui concernent uniquement des ajustements effectués sur des subventions d'équipement à recevoir. La diapositive suivante vous présente les principaux postes de dépenses d'investissement. Concernant le budget annexe, les budgets annexes, le budget annexe du stationnement, la section de fonctionnement est équilibrée à hauteur de 267 770 €. Cette diapositive vous présente les inscriptions budgétaires et notamment en recettes les excédents reportés à hauteur de 767 770 €, atténués par
Simplement en disant effectivement, je soulignais l'absence de gestion, tout au moins au début, et même au milieu de la crise de l'État. Heureusement que l'ODEDEL est suspendu sur l'exercice 2020, c'est au moins le minimum que l'État pouvait faire pour permettre justement à pouvoir ne pas sanctionner les collectivités, quelles qu'elles soient, à avoir augmenté ses frais de fonctionnement, notamment pour investir, pour protéger les habitants de la commune. Voilà. Et protéger les Troyennes et les Troyens. Donc nous nous abstiendrons exceptionnellement. Merci beaucoup. Un mot sur ce qu'a dit M. Blanchon concernant la suppression en fait de l'ODEDEL. L'ODEDEL, c'est l'espèce d'objectif de dépenses encadré par l'État dans le contrat dit de Cahors et qui fixe une toise, c'est-à-dire en réalité qui recentralise et qui permet à Bercy de reprendre la main sur le principe constitutionnel évoqué dans l'article 72 de notre Constitution de la libre administration des collectivités territoriales. On a mis une pression effectivement pour demander tout de suite l'annulation de ce contrat. Pour 2020, inutile de vous dire que nous allons poursuivre notre avantage et que nous ne voulons plus de cela. On ne peut pas être schizophrène. On ne peut pas dire d'un côté on veut de la décentralisation, transférer des compétences, éventuellement des moyens, éventuellement des effectifs, et de l'autre se mettre dans une logique comptable, budgétaire, qui a eu sur les 4 dernières années un impact de l'ordre de 15 à 18% sur l'investissement public, de 20% au global sur la baisse des dotations. Le coût de l'argent que l'État doit aux collectivités qu'il n'a pas versé, parce que ce ne sont pas des subventions, c'est 14 milliards. Le coût des 2 mois d'efforts portés par les collectivités, c'est 14 milliards. Plus l'année prochaine, plus l'année suivante, on arrive à 20 milliards. Donc il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste des finances publiques pour comprendre que cette politique nous mène dans l'impasse. Elle réduit notre investissement, on a moins de marge de manœuvre en matière de fonctionnement, on peut moins soutenir les associations, on peut moins jouer notre rôle d'agent économique. Donc là-dessus, on n'aura pas de débat, je pense qu'on sera complètement en phase et nous avancerons groupés sur des revendications, puisque le gouvernement semble vouloir ouvrir le jeu sur une réflexion nouvelle autour de la décentralisation. On a mis tout sur la table, mercredi, on en discutera, mais cette question de l'encadrement n'est pas compatible ni avec l'esprit et le texte actuel qui règle les relations entre l'État et les collectivités locales, ni évidemment avec une nouvelle ambition en matière de décentralisation. Parfait. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets le rapport aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention? C'est adopté. Je vous en remercie. Fadi Dadou pour le rapport numéro 10. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, il s'agit d'un rapport d'approbation de plans de financement, de demande de financement et approbation de conventions avec les partenaires financeurs. Ce rapport décline en 3 parties. La première, il s'agit d'une nouvelle demande de financement et de plan de financement. Il vous est proposé tout d'abord de solliciter l'État à travers la Direction régionale des affaires culturelles, donc la DRAC, y compris le Fonds régional d'acquisition des musées, FRAM, et tout autre financeur pour le programme de restauration du pôle muséal et des objets mobiliers, le fonctionnement de l'enseignement artistique spécialisé du conservatoire et le programme d'activité 2021 dans le cadre du label Ville d'art et d'histoire. Il conviendrait également de solliciter l'État au titre de la dotation politique de la ville, DVP, pour les dossiers suivants: les travaux de création d'aires de jeux, dont les jeux d'eau, les travaux et équipements dans les établissements scolaires et la rénovation du terrain du football numéro 4 du complexe sportif Henri Terré. Le deuxième point, il s'agit d'actualisation de plan du financement. Donc, suite aux résultats de consultation des entreprises, il est nécessaire désormais d'actualiser le plan de financement prévisionnel de la construction de la salle multi-activité des Vassols qui vous avait été transmis le 7 juillet 2013, conformément au montant détaillé dans le tableau en page 142.
Le troisième point, c'est une approbation de conventions avec les partenaires financiers. Donc tout d'abord, le renouvellement de l'agrément de l'espace intergénérationnel des Marauds par la CAF pour l'année 2020, nécessitant l'approbation de 2 nouvelles conventions. La première, animation globale et coordination, et la deuxième, animation collective famille. Ensuite, afin d'assurer la transition entre l'ancien contrat enfance-jeunesse CEJ arrivé à échéance le 31 décembre dernier et la nouvelle forme de partenaire appelée Convention territoriale globale, il nous est proposé un dispositif relais reposant sur la signature d'un prêt, un engagement à cette Convention territoriale globale. Et enfin, la précédente convention d'objectifs et de financement avec la mutualité sociale agricole, donc MSA, pour le versement de la prestation de services aux accueils de loisirs étant arrivé à son terme, il convient de la renouveler pour l'année 2020. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Monsieur Arbonnin. Monsieur le maire, chers collègues, nous voterons ce rapport, mais permettez-moi de revenir rapidement sur la charte de la laïcité qui apparaît en annexe, page 299. Sans animosité, monsieur le maire, cette charte est une belle promotion de l'idéal républicain, mais une promotion tronquée, car dès le début, il est indiqué qu'il y aurait des tensions et un repli identitaire. Ce repli est logique, puisqu'une catégorie d'électeurs n'est pas considérée comme républicaine. D'aucuns affirment qu'il y a une droite républicaine, une gauche républicaine, une opposition républicaine, et puis il y a les autres. Les autres que nous défendons, ces électeurs qui sont devenus les Untermenschen de la République. La France est une république indivisible, mais uniquement sur le papier. Je vous rappellerai que la France n'est pas née en 1789, mais elle est de fait, et nous nous y adaptons volontiers. D'ailleurs, la religion catholique insiste bien sur le principe de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui n'est pas le cas d'autres croyances. Hélas, la liberté n'existe pas vraiment, l'égalité n'existe pas vraiment, la fraternité non plus. Le meilleur exemple vient du nouveau garde des Sceaux, SCEAUX et non SOTS, qui en 2015 déclarait qu'il fallait interdire le Front National. Je citerai en conclusion les propos de la journaliste Charlotte Dornelas. Je cite « Quand je me réveille le matin, je suis français, pas républicain. Je mange une gastronomie française, pas républicaine. Je parle français, pas républicain. La République n'est qu'un cadre, ce n'est pas un mode de vie ni une civilisation. » Merci. Merci beaucoup. Pas d'autres interventions? Je précise juste pour la bonne compréhension de l'Assemblée qu'il s'agit d'un texte de la CAF, de l'État, et que les messages personnels seront reçus certainement par des réceptionnistes, mais qui ne sont pas ici. Donc je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Fadi Dadou, toujours le rapport numéro 11. Merci, monsieur le maire. Il s'agit d'approbation de l'avenant numéro 2 à la deuxième convention d'application suite au protocole relatif au financement des travaux d'électrification de la ligne ferroviaire Paris 3, section Gretz 3 et Longueville-Provins. Par délibération du 14 juillet 2018, nous approuvions l'avenant numéro 1 à cette deuxième convention qui prévoyait le portage par les collectivités des autorisations d'engagement de l'État initialement prévues sur la tranche numéro 2 de la phase 1 de cette opération en instaurant un système d'avance remboursable. L'État ayant ajusté les fonds nécessaires sans faire appel au dispositif mis en place, ce projet d'avenant numéro 2 a donc pour but de rétablir le plan de financement initial et d'annuler les modalités de portage financier temporaire par les collectivités locales. Merci. Merci Fadi. Y a-t-il des questions? Si, monsieur Arbonnin, pardon. Oui, merci monsieur le maire. Nous voterons également ce rapport comme nous l'avons toujours voté. Cependant, force est de constater encore que SNCF ne contribue pas financièrement parlant à la hauteur de ce qu'elle devrait. Donc les collectivités locales, donc les contribuables, doivent encore mettre la main à la poche pour ne pas voir dépérir des territoires entiers. C'est dommageable, mais apparemment c'est ainsi. Merci. Pas d'autres questions ou interventions? Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Rapport numéro 12, Gisèle Viardin. Il s'agit de vente de véhicules. Merci, monsieur le maire. Chers collègues anciens et nouveaux, c'est la vente de véhicules.
La ville de Troyes dispose dans son parc automobile de véhicules présentant un état général dégradé, rendant nécessaire leur remplacement. Considérant l'intérêt pour la collectivité d'approuver la vente au prix effectivement consenti par l'acquéreur, il vous est proposé d'accepter la vente des véhicules ci-dessus pour un montant net vendeur de 15 187 000 €, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document formalisant ces aliénations. Je vous remercie. Merci Gisèle. Des questions? Non, je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Isabelle Héliot-Couronne, le 13. Merci, Monsieur le maire. Oui, il s'agit d'indemnisation de tiers. Dans le cadre de recours portés devant la commission RAPO, il s'agit d'approuver 2 remboursements d'annulation de FPS. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Thomas Hupfer-Charpentier, le 14. Il s'agit de transactions immobilières. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, donc, on commence par les acquisitions rue l'Argentier pour une parcelle BC numéro 935 qui relie le boulevard Danton et la rue l'Argentier. Cette voie dessert en outre des propriétés privées et l'école Sainte-Marie. Il est apparu que ladite parcelle était grevée de plusieurs inscriptions hypothécaires pour lesquelles le propriétaire refuse de prendre en charge les frais. Afin de finaliser la transaction, il vous est donc proposé d'acquérir cette dernière parcelle pour le prix de 1 €, augmenté des frais de notaire et de mainlevée hypothécaire estimés à 3 000 €. Deuxième proposition d'acquisition dans le quartier du Botoka, la requalification du quartier qui a été engagée par le bailleur 3 Habitat dans le cadre du programme de rénovation urbaine du quartier Chantraigne est arrivé à son terme et ce programme a porté sur la résidentialisation des espaces bâtis, la création notamment d'une nouvelle voie et un découpage foncier entre ces derniers et les espaces publics aménagés. À ce titre, il vous est proposé d'accepter la cession par le bailleur social des parcelles constituant la nouvelle voie rue Amable-Massy et l'emprise de la rue du Botoka au prix de 1 € plus les frais de notaire estimés à 700 € en vue de leur intégration dans le domaine public. Une troisième acquisition ruelle des Picards qui se déroule dans le cadre de travaux de réfection de chaussée ruelle des Picards. Il est apparu qu'une parcelle cadastrée BL 963 était incluse dans l'emprise de la chaussée et qui appartenait à Aube Immobilier. De ce fait, il est proposé d'acquérir cette parcelle au prix de 1 € plus les frais de notaire estimés à 700 € afin de l'incorporer au domaine public. Quatrième acquisition, rue Pierre-Amandry et des Teinturiers. La ville propose d'acquérir 3 parcelles situées rue des Teinturiers et rue Pierre-Amandry afin de les incorporer au domaine public et permettre ainsi la mise en place d'aménagements spécifiques pour notamment pallier aux problèmes récurrents de stationnement sur ce secteur. Cette acquisition est fixée à 1 €, augmentée des frais de notaire estimés à 700 €. Rue Guillaume Budet pour la 5e, dans le cadre d'une réflexion portant sur d'importants travaux de réfection de la rue Guillaume Budet, située dans le quartier de la Moline. Après concertation, la ville a décidé d'acquérir sur ce secteur les parcelles appartenant à différents propriétaires correspondant à l'emprise de la voie en vue de son incorporation dans le domaine public. L'acquisition des parcelles est fixée à 1 € par parcelle, augmentée des frais de notaire estimés à 5 300 €. Il convient aujourd'hui de refaire délibérer le conseil municipal, la loi imposant notamment aujourd'hui dorénavant, la signature d'actes séparés avec chacun des propriétaires riverains. Pour finir, dernière acquisition, rue Marceau, de même dans le cadre d'une réflexion portant sur d'importants travaux de réfection de la rue Marceau, la ville propose d'acquérir sur ce secteur plusieurs parcelles appartenant à différents propriétaires. L'acquisition des parcelles est fixée à 1 € par parcelle, plus environ 5 750 € de frais de notaire et de mainlevée. Ensuite, nous passons aux cessions. Au 50 de l'avenue Chauméden-Maison d'Œuvre, dans le cadre de la cession de la parcelle BC numéro 364, il s'agit de confirmer cette cession au bénéfice de Nexity, hier Programme Nord. Et dans le cadre de l'aménagement de l'écoquartier, la cession du reste des parcelles ayant fait l'objet d'une approbation par vos soins lors de la séance du conseil municipal du 28 janvier dernier. Cette parcelle était alors en cours d'acquisition par la ville et n'avait donc pu être cédée en même temps que les autres, bien qu'incluse dans le prix de cession convenu. Les frais d'acte sont à la charge du preneur.
On passe au 11 rue de Gournay, parcelle AK numéro 9, vous y êtes presque. Il s'agit de rapporter une partie de la délibération numéro 16 du 16 octobre 2015 par laquelle le conseil municipal avait approuvé en séance la cession d'une parcelle cadastrée AK numéro 9 au propriétaire d'une parcelle voisine dans le cadre de la reconversion du site Théo. Cependant, ces derniers estiment aujourd'hui que la situation géographique de cette emprise, au vu du plan de prévention du risque inondation, rend leur projet caduc et ont donc pris la décision de ne plus donner suite à leur proposition d'acquisition. Ensuite, rue des Bas-Trévois, pour la parcelle CE 419, le conseil municipal, en sa séance du 28 janvier dernier, a approuvé la cession de cette parcelle constituant une placette au bénéficiaire de M. Pascal Gendron, représentant la société 3 Invest Développement, propriétaire du commerce Libertum situé à proximité de cette placette. Ce dernier souhaite y développer un commerce de petite restauration et, en vue de la situation actuelle, nous demande de prolonger de 3 mois le délai de réitération de la promesse de vente, fixée initialement au plus tard le 31 décembre 2020. Et on vous propose de la reporter au 31 mars 2021, dernier délai. Enfin, un déclassement pour une parcelle au 28 rue du Général Gaston Billotte, vous me direz comment ça se dit, déclassement de 2 parcelles du domaine public lors de l'établissement de documents d'arpentage dans le secteur Chaumédel lié à la cession du projet Annexity, du projet de l'écoquartier. Il est apparu que 2 parcelles étaient incluses dans la propriété d'un riverain sans que celle-ci ne figure dans le plan d'aménagement global de l'écoquartier. Ces parcelles d'un total de 87 mètres carrés n'étant pas non plus exploitables par la collectivité et ne présentant aucun intérêt d'être conservées, il vous est proposé de procéder à leur déclassement en vue d'une cession prochaine aux riverains concernés. Merci. Merci beaucoup, Thomas, pour ce premier rapport. Ce n'était pas si facile ce qu'on vous a confié. C'était très bien réalisé. Y a-t-il des questions? Monsieur Guiton. Merci. Au nom de notre groupe, permettez-moi donc de demander un vote séparé sur la session du point B1. On votera pour tous les autres points de ce rapport. Tout simplement parce que donc ce point B1, nous souhaitons nous abstenir parce que nous sommes assez sceptiques concernant la cession à la SAS Nexity. Je suis déjà revenu dessus à plusieurs reprises. Cette entreprise qui a été mise en procès dans de nombreux centres-villes de France pour avoir notamment dénaturé et qui vise à uniformiser tous les centres-villes de France. Donc voilà, nous sommes assez sceptiques sur ce point et donc permettez-moi de vous dire que nous nous abstiendrons sur ce point. Merci beaucoup. D'autres interventions? Non. Donc je mets aux voix sur le rapport dans sa globalité, à l'exception du point souligné par Monsieur Guiton. Pour, contre, abstention, c'est adopté. Sur le point qui fait l'objet de l'intervention de Monsieur Guiton, pour, contre, abstention, c'est adopté. Gaël Café, le rapport numéro 15. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, il s'agit ici du bail amphithéotique entre la ville de Troyes et l'OPH 3 Habitat concernant l'EHPAD Saint-Vincent-de-Paul, où il est prévu la réalisation, la réalisation de travaux pour la construction d'une section Alzheimer d'une vingtaine de personnes. Pour ce faire, il est proposé d'augmenter l'emprise nécessaire à la réalisation de cette séquence de travaux, d'allonger la durée du bail de 39 années supplémentaires, ce qui le prolongerait jusqu'en 2076, et de mettre à jour la redevance annuelle de 10 francs à 5 200 €. Merci. Merci beaucoup. Des questions? Non, je mets aux voix pour, contre, abstention, c'est adopté. Peut-être qu'il faut qu'on prévienne Madame Zajac, là, non, parce qu'elle... Ah bah voilà. Ah bah non. Ah bah Elisabeth Garilliot, le rapport numéro 16. Merci, Monsieur le Ministre. Mes chers collègues, le rapport porte sur le nouveau programme national de renouvellement urbain. Tout d'abord, le plan local d'application de la charte d'insertion. La ville a approuvé en séance du 22 mars 2019 la convention pluriannuelle portant sur le NPNRU Jules Guesde à Troyes et Chantereigne sur la chapelle Saint-Luc. À cette occasion, il a été décidé l'élaboration d'un plan local d'application de la charte d'insertion devant inciter les porteurs de projets et les maîtres d'ouvrage à mettre en œuvre des mesures
pour l'insertion professionnelle des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il s'agit donc d'approuver la charte d'insertion jointe en annexe au présent Conseil. Le deuxième point, il s'agit également d'autoriser la signature de l'avenant numéro 1 de la convention NPNRU précitée afin d'intégrer le projet d'intérêt régional Chantereigne et des compléments portant sur le projet d'intérêt national Jules Guesde, ces modifications n'ayant aucune incidence financière pour la ville. Merci beaucoup. Des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Elisabeth Garilliot, toujours le 17. Alors, cette fois, le rapport porte sur l'organisation de la fête du Parc des Moulins. En raison de l'état d'urgence sanitaire dû à l'épidémie de Covid-19, la 8e édition, la fête du Parc des Moulins, initialement programmée en juin 2020, n'a pas pu avoir lieu. Pour rappel, cet événement propose aux visiteurs des animations sur le thème des actions de développement durable portées par la ville et de nombreux partenaires. Sous réserve que les conditions sanitaires le permettent, il est proposé d'organiser la fête du Parc des Moulins le dimanche 13 septembre 2020. L'envergure et le format de l'événement seront réadaptés à la situation. L'organisation tiendra compte de l'ensemble des protocoles sanitaires en vigueur pour assurer la protection des participants. Merci beaucoup. Des questions? Non. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Et nous rendrons hommage certainement à cette occasion, et nous aurons l'occasion d'en reparler, au sculpteur René Prestat, qui a beaucoup marqué de son empreinte par son talent, par sa personnalité, par son charme, par sa gentillesse. Le parc, la maison, et on formulera des propositions à la famille avec laquelle nous prendrons contact, et nous aurons l'occasion d'en reparler à la sortie de l'été. Donc c'est adopté. Bruno Baudou pour le rapport numéro 18. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, il vous est proposé d'approuver la conclusion de 2 avenants, avenants au lot numéro 5 et 8 du marché de travaux de maintenance courante et de rénovation sur les bâtiments de la ville de Troyes, du CMAS et de Troyes Champagne Métropole. Ces avenants n'ont aucune incidence financière puisqu'ils ne reposent uniquement sur des nouveaux bordereaux de précis. Merci. Merci beaucoup. Des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Bertrand Chevalier, le 19. Oui, Monsieur le maire, il vous est proposé d'approuver donc la charte de bonne pratique qui favorise la reprise d'activité des chantiers de bâtiments et de travaux publics. Charte donc élaborée avec la Fédération française du bâtiment, le département et Troyes Champagne Métropole. Je pense qu'elle traduit surtout l'état d'esprit voulu par notre maire en pleine crise du Covid et sa volonté à la fois d'être à l'écoute des entreprises et quelque part de commencer à réfléchir sur les conditions qui favoriseraient quelque part la relance. Donc on a beaucoup travaillé sur cette charte. Vous en avez le détail. Je pense que chacun ici au conseil municipal sait l'importance de cette filière des bâtiments et travaux publics, ce qu'elle représente, avec le symbole « quand le bâtiment va, tout va ». Je pense qu'il y a aujourd'hui des niveaux de part de marché plutôt assez intéressants. Et pour autant, il y a la crainte à l'automne d'avoir un creux. Et donc, il est important que les maîtres d'ouvrage publics contribuent avec la commande publique, quelque part, à faciliter cette reprise. Et c'est en lien, évidemment, avec le budget supplémentaire qu'a présenté Isabelle Elliot tout à l'heure. Donc, il vous est proposé d'approuver cette charte et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Merci Bertrand. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Elisabeth Garilliot, le 20. Merci, Monsieur le ministre. Mes chers collègues, le rapport porte sur des demandes d'autorisation d'urbanisme. Il s'agit d'approuver la signature et le dépôt de demandes suivantes. Tout d'abord, un permis de démolir en vue de la démolition des bâtiments industriels, logistique administrative située dans les parcelles situées 33 avenue des Martyrs de la Résistance, des permis de construire pour le parc Henri Terré, la restructuration du musée d'art et d'histoire et le musée Saint-Loup, la construction d'abris de stades et de tribunes dans le complexe Gaston Ardouin,
la mise en accessibilité du groupe scolaire Charles Chevalier, la transformation de la halle de tennis en halle de BMX, la mise en accessibilité de l'hôtel des Bas-Trévois et enfin, dans le cadre de l'opération de restauration immobilière, la restauration de 2 immeubles, 2 et 4 rue de la Bonnetterie, avant leur cession à des investisseurs ou des bailleurs sociaux. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Jean-Charles Maras, le rapport numéro 21. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'approuver pour l'année 2020 la répartition du produit des forfaits post-stationnement. C'est ce qui a été instauré en remplacement des amendes de police. Et cette clé de répartition entre la ville de Troyes et TCM. Il est donc proposé de retenir la même clé que pour l'année 2019 par rapport au linéaire de voirie troyen qui représente 30 km sur les 185 au total. Cette clé de répartition serait augmentée d'une somme de 46 944 €, conformément à une délibération que nous avons prise au mois de décembre 2019 et qui avait acté le transfert de la halle au vélo à Troyes Champagne Métropole. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Christine Thomas, le 22. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, c'est à nouveau un rapport assez court qui est en liaison avec les conséquences du Covid. La halle au vélo, placée sous l'autorité de TCM, aurait dû s'installer dans ses nouveaux locaux en gare de Troyes à partir du 1er juillet 2020, ce qui a été rendu impossible. Et on demande donc de pouvoir prolonger la mise à disposition du local du parking situé au parking Paul Langevin pour pouvoir continuer cette activité. Merci Christine. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Casimir Jay, le rapport numéro 23. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, 3 dossiers de subvention vous sont proposés ce soir dans le cadre des aides de minimis en faveur de l'immobilier commercial. Il s'agit d'un salon de coiffure situé 18 rue de Turenne avec une prise en charge totale à hauteur de 4 692 €, d'une activité de vente de narguilés et d'objets de décoration située 22 rue Viardin qui s'élève à hauteur de 7 200 €, et pour finir d'une activité de vente de biens d'occasion située 47 rue du Général Saussier et qui s'élève à 8 400 €. Merci. Merci. Des questions? Non, je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Gaël Café, le rapport numéro 24. Il s'agit ici d'adopter deux ouvertures de dimanche supplémentaires, le 19 juillet qui concerne donc le premier dimanche des soldes d'été et le dimanche 22 novembre pour procéder à l'allongement de la période commerciale des fêtes de fin d'année afin de soutenir les commerçants suite aux conséquences du Covid-19. Je tiens par ailleurs à préciser que j'interviens en tant que commerçante, mais qui dépend de la convention collective de la pâtisserie et qui n'est donc pas concernée par cette mesure. Merci. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Guiton. Merci. Donc, nous voterons donc contre cette dérogation à la règle du repos dominical. Non pas que nous sommes opposés à l'ouverture notamment des boulangeries ou des commerces traditionnels le dimanche, notamment le dimanche matin, tout simplement parce que voilà, finalement cette tradition à la base chrétienne et qui est devenue un acquis social au fur et à mesure de l'évolution de la société qu'est le dimanche, ne doit pas devenir aujourd'hui un acquis libéral qui vise à faire travailler les gens tous les dimanches, puisqu'à chaque fois qu'on étend un petit peu plus, on détricote le droit social, les acquis sociaux des Français, et donc nous sommes fermement opposés à toute extension. Voilà, si la mesure pourrait porter peut-être seulement sur les commerçants du centre-ville, pourquoi pas, mais là, voilà, donc nous nous opposons à cette libéralisation totale. Je tiens à faire remarquer d'ailleurs que le bloc des libéraux, que votre majorité incarne se rapproche totalement de la politique complètement libérale, libertaire de M. Macron, et cette fusion totale entre ces deux politiques économiques est le reflet du fait que voilà, M. Le Maire, M. Darmanin et M. Castex sont tous issus de votre majorité, donc plus rien ne vous distingue de la majorité LREM-LR de M. Macron. Merci, c'est une lecture. Madame Zajac. Merci, Monsieur le maire.
Alors, sans surprise pour vous sûrement, je ne voterai pas ce rapport, car je considère que les activités commerciales, contrairement aux métiers de la santé ou de la sécurité publique, ne sont pas des activités vitales au point d'être nécessaires le dimanche. Ce jour commun de repos a été gagné grâce aux luttes des travailleurs et travailleuses et accordé par la loi de 1906, et il doit être absolument préservé pour les salariés du commerce et de leurs familles. Nous le savons tous, du moins j'ose l'espérer, le volontariat des salariés et des jobs réservés aux étudiants est loin derrière nous aujourd'hui. Le travail du dimanche fait partie intégrante du contrat de travail et demain, ce sera à prendre ou laisser. Combien de magasins fermés au centre-ville? Est-ce que l'ouverture du dimanche leur a permis de maintenir leur activité? La réponse est non, je pense. Ensuite, tout le monde le sait, le travail du dimanche sert d'abord les grandes enseignes au détriment du petit commerce et des nombreux emplois qu'il porte. La concurrence exacerbée dans le commerce se fera au détriment des plus petits, des marchés locaux, des épiciers, des épiceries de quartier. On nous dit que les salariés sont volontaires et seront payés plus. De qui se moque-t-on? Quand il y a des millions de chômeurs, quand on est payé avec un lance-pierre toute la semaine, qui peut croire qu'on a le choix de refuser au patron de venir travailler le dimanche, a fortiori quand le salaire majoré cette journée-là est souvent le seul moyen de ne pas finir dans le rouge à la fin du mois. La pandémie qui sévit met à mal nombre de petits commerces et nous le constatons, la sortie du confinement, l'autorisation de réouverture des commerces, des restaurants ne fait pas revenir les consommateurs, les usagers. La peur du virus, l'angoisse du chômage sont prioritaires en cette période. Merci. Merci beaucoup. Gaël, vous voulez dire un mot? C'est intéressant, on a beaucoup quand même de commerçants et de commerçantes autour de la table. Alors, ce n'est jamais que 11 dimanches sur 52, pardon. Et pour les autres conventions collectives, je ne connais pas, mais en tout cas pour la mienne, on est bien content de pouvoir ouvrir quand on a envie et de proposer aux clients qui sont ravis de retrouver nos objets, nos gourmandises, etc. Ensuite, pour répondre à la... J'ai perdu le fil, je suis désolée. En fait, je trouve que c'est bien et c'est pas tous les dimanches non plus, contrairement à notre branche de métier où effectivement tous les salariés sont pour le coup volontaires puisqu'ils signent leur contrat de travail en connaissance de cause. Merci. Merci. Est-ce que Virginie voulait dire quelque chose? Merci Yann. Moi, je pense que c'est indispensable de pouvoir ouvrir ces 11 dimanches, puisqu'on a une concurrence de plus en plus accrue de tout ce qui est réseaux sociaux. Ça nous permet... On a également une ville qui est touristique. Je pense que les touristes s'y retrouvent aussi le dimanche. Et là, pour avoir essayé de recruter cet été, j'ai vu le nombre de CV arriver au niveau des étudiants. Je pense que de pouvoir recruter le dimanche pour des étudiants, c'est bien aussi. Merci beaucoup, Valérie. Oui, monsieur le maire, moi j'aimerais juste ajouter que suite à ce qui s'est passé avec le Covid-19, nous avons une catastrophe économique. Donc là, on parle, comme disait Gaël tout à l'heure, de 11 dimanches qui vont permettre à des commerçants peut-être en décembre de sauver leur année ou sauver leur fin d'année, ça c'est certain, et 11 dimanches qui vont permettre à des étudiants de travailler pour pouvoir avoir quelques moyens pour faire des cadeaux de Noël, tout simplement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bien, je mets au voie le rapport. Ah, ou Nicolas, pardon. Excusez-moi. Non, effectivement, hein, tout a été bien précisé. Hein. Dans ce rapport, on parle uniquement de 2 dimanches supplémentaires dans un contexte bien particulier. Et comme ça a été également précisé par Virginie Guillaumet, c'est bien une demande des commerçants de pouvoir ouvrir, notamment le premier dimanche des soldes. Merci beaucoup. Bien, je mets au voie le rapport. Pour, contre, abstention. C'est adopté. Jean-Charles Maras, le rapport numéro 25. Merci, monsieur le maire. La ville est actionnaire de la SEM Énergie et conformément au Code général des collectivités territoriales, vous avez le rapport sous les yeux, le conseil municipal est tenu d'approuver le rapport annuel du dit mandataire pour la période 2018-2019. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Donc je mets aux voix pour, contre,
abstention. C'est adopté. Alors, des mesures diverses concernant le personnel municipal. Il y a d'abord une modalité de gestion prévisionnelle des personnels pendant la durée du mandat. Vous en avez le détail. Vous avez la transformation du RIFSEP à d'autres cadres d'emploi pour le cadre indemnitaire. Il y a 4 mesures exceptionnelles à destination du personnel municipal qui sont prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid. Les conditions d'attribution d'une prime exceptionnelle pour les agents de la collectivité qui ont été mobilisés sur le terrain. Hommage leur a été rendu de part et d'autre de notre hémicycle. Le versement d'une participation aux frais engagés par les agents de la collectivité dans le cadre du travail à distance. La participation aux frais d'entretien des enfants accueillis par les assistants maternels suite à la crise du Covid. Et enfin, l'adaptation de la convention de services partagés dans le cadre de la crise sanitaire du Covid. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Monsieur Arbonnard. Merci, monsieur le maire. Juste, peut-être ai-je mal lu, mais dans les mesures exceptionnelles à destination du personnel municipal, est-il prévu quelque chose pour le personnel municipal qui a tenu les bureaux de vote le 15 mars? Oui. Vous n'avez pas mal lu, mais oui, c'est prévu. Oui, pardon, je vais me formuler de manière un peu lapidaire une réponse qui aurait pu être mal interprétée, je m'en excuse. Pas d'autres interventions, donc je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Enfin, le compte-rendu des décisions et marchés publics passés en procédure adaptée. Vous en avez été destinataire. Je n'ai pas de commentaires, ça n'appelle pas de vote. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je vous en remercie. Notre séance est terminée. Je la lève donc. Je vous souhaite un bon retour chez vous.